Joy Boy apparaît et Luffy est mort. Oh, non, Luffy n'est pas totalement mort, mais Imu l'a absolument atomisé. À la fin de ce chapitre, laissant le dieu soleil dans une impuissance totale, Luffy n'est définitivement pas de taille face au roi du monde et nous allons voir à nouveau aujourd'hui à quel point une ellipse d'entraînement est plus que vitale pour la suite de One Piece. Joy Boy, lui, apparaît cependant bel et bien. Imu nous offre un bref flashback qui semble être celui de leur première rencontre. Comme Imu n'a cessé de le répéter, Luffy n'est peut-être pas lui, il n'est peut-être pas Joy Boy, il n'en reste pas moins qu'un vrai lien les unit, un lien du sang. Et ça aussi, nous allons en parler. Yo les bros, c'est Godji, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite review concoctée avec soin et amour, rien que pour vous, bande de petits chanceux. Prenez un truc à boire et à manger car après une petite page de pub, nous allons plonger bien profondément dans l'histoire de One Piece. Connaissez-vous l'abonnement basique de NordVPN? Avec mon offre en lien dans la description, il vous revient à moins de 3 € par mois sur 2 ans avec 4 mois d'abonnement supplémentaire. Et derrière ça, vous avez absolument toutes les fonctionnalités attendues dans un VPN. Vos données sont chiffrées et votre position masquée sur Internet. Vous pouvez changer votre adresse IP pour contourner les géorestrictions, comme sur les sites de streaming avec Disney+, par exemple. Zootopie 2 est déjà disponible hors France. Mais vous avez aussi et surtout une protection anti-menace pour filtrer les sites, trackers et publicité malveillants et intrusifs, ainsi qu'une surveillance en continu du dark web d'un maximum de 5 de vos adresses mail. Pour couronner le tout, votre abonnement reste utilisable sur 10 appareils simultanément, ce qui comprend téléphone, tablette, ordinateur et même votre Apple ou Android TV. Le service est premium, le prix lui est minimum. Malgré tout, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez 30 jours pour être remboursé, de quoi avoir largement le temps de découvrir toutes ces incroyables fonctionnalités. À nouveau, si vous désirez en profiter, l'offre est uniquement disponible via mon lien en description. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Joy Boy apparaît, c'est littéralement la première page de ce chapitre et c'est pas une blague non plus. Quand je vous disais la semaine dernière que le combat entre Luffy et Imu allait nous permettre d'avoir plus d'informations sur le siècle oublié et l'ancien Joy Boy, j'aurais jamais pensé que ça arrive dès la première page du chapitre suivant. Nous avons donc l'incroyable plaisir de découvrir la toute première interaction entre Joy Boy et Imu qui se fait par Denden Mushi ou par téléphone, tout dépend de la technologie qu'ils avaient à cette époque. Joy Boy semblait vouloir entrer en contact avec quelqu'un d'autre mais tombe à la place sur Imu, les présentations se font, Imu se nomme lui-même par son prénom pour la première fois, tandis que Joy Boy en fait de même, apparemment très fier d'être qui il est. Nous avons ensuite le retour au présent et Imu qui explique que oui, Joy Boy est bel et bien mort, mais il ne parvient pas à comprendre pourquoi Luffy lui rappelle tant ce souvenir. C'est une page, ma foi, toute simple, qui est pourtant terriblement révélatrice. Commençons par le plus important quand même, une partie du visage de Joy Boy se dévoile, c'est bon, le flashback du siècle oublié se rapproche, c'est en ligne droite, on n'a plus qu'à y aller. Ça ne vous aura évidemment pas échappé, cette bonne petite bouille, ce sourire de ce qu'on voit, c'est un sosie de Luffy, du Joy Boy de cette ère. Et en vrai, totalement. Attendez-vous à ce que Luffy et Joy Boy soient de véritables clones, non pas dans le sens littéral du terme, mais plutôt dans le sens où l'origine des Monkey D pourrait bel et bien remonter jusqu'à cette époque-là et que Joy Boy soit l'un des grands noms de cette famille. De ce qu'on a vu dans One Piece, les réincarnations, l'héritage des volontés, tout ça, ça se transmet la plupart du temps dans le même sang, dans la même famille. On l'a vu chez les Kozuki avec Momonosuke qui perpétue leur lignée. Étant important pour l'avenir, il est le seul capable de répondre et de donner des ordres à Zunesha, car les Kozuki et le pays de Zu, ainsi que les Minks, sont liés depuis des temps immémoriaux. On l'a vu chez Shirahoshi, la princesse sirène qui est née dans la famille royale des hommes poissons, et Armantique Poséidon, tout comme la princesse de l'époque. Les rois des mers au chapitre 648 avouaient également que leur roi prenait la forme d'une princesse sirène une fois tous les quelques siècles, preuve de l'existence et de la continuité de la légende Poséidon chez les hommes poissons. On l'a vu également et plus récemment chez la famille Davy. Davy D. Jones était le présumé roi du monde du siècle oublié et cette volonté s'est transmise de génération en génération jusqu'à atteindre Davy D. Chebek qui désirait devenir roi du monde ainsi que son fils Davy D. Teach. On l'a vu chez Vivi qui avait elle aussi l'esprit plus libre ou plus anticonformiste que les princesses en général, à l'image de son ancêtre Lily de qui elle descend et qui s'est révoltée contre le gouvernement mondial en permettant aux poneglyphes d'être éparpillés partout dans le monde. Pour finir, ce principe d'héritage de volonté et de mentalité se retrouve également chez des personnages tels que Kalgara, Wiper, Norland et Cricket, des guerriers fiers et protecteurs de leur pays, des explorateurs passionnés par le monde et la richesse qu'il a à offrir. Les chiens dans One Piece ne font définitivement pas des chats. En d'autres termes, les héros d'aujourd'hui et leur volonté ne sont que des résidus du passé. Le siècle oublié et la tragédie qui s'est déroulée ne pourraient être menés à bien que par les descendants de ceux qui l'ont subi et qui l'ont provoqué. Qu'on le veuille ou non, c'est bel et bien une histoire de
destin écrit quelque part dans l'espace et le temps, les choses doivent être comme elles sont. C'est pourquoi les visions du futur de Shirley ne sont absolument jamais fausses, ou même pourquoi Basil Hawkins est parvenu à voir sa propre mort. Rien ni personne ne peut aller à l'encontre du destin, et comme j'ai pu vous le dire à propos d'Imu, c'est ça qui doit, je pense, l'effrayer au plus haut point, car le destin ne fait qu'annoncer la chute du roi du monde et le retour de l'aube. L'équipage de Barbe Noire est très bon pour le faire comprendre très simplement, allez à la fin du chapitre 234, et leurs paroles vous le feront vachement vite réaliser. Si on perd, c'est que le destin en a décidé ainsi, ou encore, le destin est ce qui permet de mesurer à tout moment la valeur de nos existences. Et c'est totalement le cas. Le destin est un concept ancré et central dans One Piece, dont le principe régit toute vie, toute histoire, toute aventure. Les livres de la vie de Luffy, de Teach, d'Imu ou même d'Usopp sont déjà actés et ont un début, un milieu et une fin déjà bien définie. Roger menait sa rencontre avec Rayleigh sur le choix du destin au chapitre 603. Corazon annonce que le clan d'Eddie, le clan du destin, serait destiné à détruire le monde au chapitre 764. Juste après, Doflamingo considère que c'est le destin qui a mené Luffy jusqu'à lui au chapitre 768. Depuis le début, tout est écrit, tout se suit en fonction des lois et des forces de ce fameux destin. Le rapport avec Joy Boy est que le principe du destin n'avantage jamais personne très longtemps, que tout fonctionne par ère, par moment, par période. Alors qu'Imu avait accompli son objectif et a pu dominer le monde pendant des siècles, tous savaient qu'un homme allait un jour naître avec la même volonté naturelle que Joy Boy pour y mettre un terme. Et dans plusieurs siècles, plusieurs millénaires après la libération du monde par Luffy, un mal reviendra pour créer le chaos à nouveau. Un cycle sans fin qui ne se conclura que par la vraie fin du monde. Ce principe reprend par ailleurs exactement les dires de Barbe Blanche au chapitre de sa mort, le 576. De ces mots, la volonté est représentée par une flamme qui continue de brûler à travers le temps. Un flambeau qui perdure de génération en génération, menant à un seul homme, l'incarnation de Joy Boy. Ce même chapitre 576 est incroyablement important car dedans se trouve la légendaire discussion sous les fleurs de cerisier entre Roger et Barbe Blanche avant la mort du roi des pirates. Roger révèle ce qu'il a découvert sur Lady durant son périple à Barbe Blanche, donc sur son voyage jusqu'à Laftel, et la découverte des écrits laissés par Joy Boy. Cette scène se conclut par une petite bulle de Roger à la page suivante disant « Il y a très longtemps ». En plus de confirmer le caractère antique remontant au siècle oublié de la répartition de cette volonté, Barbe Blanche confirme qu'un homme était attendu, celui qui allait hériter de cette fameuse volonté d'un temps très ancien. Donc concernant Joy Boy et Luffy, leur destin est à la fois totalement similaire comme totalement différent. Joy Boy a échoué, mais a mis en place ce qui permettra à Luffy de réussir. Et le fait qu'ils soient de la même famille, de la même lignée, ne fait que crédibiliser la volonté qu'ils partagent, tout comme Shirahoshi et l'ancienne Poséidon, ou Davy Jones et Teach. Tous ne sont que les reflets et les réceptacles de flambeaux qui ont traversé les générations, tout en menant leur vie comme ils l'entendent, dans une liberté absolument parfaite. Joy Boy aura un design qui rappellera Luffy, tout comme Robin avait le visage de sa mère, Rebecca avait le visage de sa mère, Vivi avait le visage de sa mère, ou même Ace qui lui était le portrait craché de son père. Donc quand Imu dit de Luffy qu'il n'est pas Joy Boy car soit parce qu'il est trop faible, soit parce qu'il est déjà mort, c'est à la fois vrai et pas totalement non plus. Luffy n'est pas encore Joy Boy car il n'est pas encore à la hauteur d'accomplir ce que Joy Boy attendait de l'homme qui hériterait de sa volonté. Joy Boy, je l'ai toujours comparé au principe d'une arme antique finalement. Chaque personne naissant avec le pouvoir de cette arme en acquiert le nom et le titre. Luffy est Joy Boy, il est né avec sa volonté, il a acquis son pouvoir mais peine encore à égaler son prédécesseur. Les mots d'Imu rappellent d'ailleurs ceux de Kaido. Lui aussi attendait un Joy Boy et lui aussi a réalisé que Luffy ne l'était pas quand il a vaincu à nouveau sur Onigashima. Nouvelle preuve que Joy Boy devait s'incarner en quelqu'un, mais en qui, ça, personne ne le savait. Maintenant, le tout est de savoir quelle relation Imu et Joy Boy entretenaient. Déjà, le fait qu'ils s'appellent sans se voir et sans le savoir, est-ce que c'est Joy Boy qui essaye de rentrer en contact avec quelqu'un de la famille d'Imu qu'il connaissait, ou alors est-ce que c'est Imu qui tentait de rentrer en contact avec lui? Ce qui est sûr, c'est que cette scène m'a rappelé deux choses. Le début du grand message de Vegapunk qui, en s'adressant au monde, ne cessait de répéter « Allô ?» avant de se présenter. Mais plus encore, je le mentionnais il y a peu, c'est la rencontre entre Roger et Rayleigh. Roger qui débarque devant Rayleigh, qui lui demande son nom et répond à la même question et se présente comme celui qui va chambouler le monde. C'est comme ça que la légende du roi des pirates s'est écrite, et donc un parallèle est peut-être à faire entre Imu et Joy Boy. Joy Boy qui est, je le rappelle, le premier pirate des mers.
Aurions-nous là un indice de la véritable relation entre ces deux légendes? Est-ce que Imu et Joy Boy n'auraient pas pu être l'espace d'un temps de fidèles Nakama? Ça ne serait pas si déconnant quand au chapitre 1181, on voit justement une case entre Imu et Joy Boy où ce dernier semble particulièrement joyeux. Il y a bien un moment dans leur histoire où ils n'étaient pas ennemis, ils n'étaient pas confrontés, et même j'irais jusqu'à dire qu'Imu semblait peut-être un peu attaché à lui. Cette haine qu'ils se sont voués tirerait ses origines d'un différent d'idéaux, un peu comme Luffy et Usopp sur Water 7. Tous les deux n'avaient pas la même vision de loyauté envers le Mary, alors que pourtant c'était de véritables Nakama. En tout cas, je ne pense pas que ce qui a déclenché la guerre entre Joy Boy et Imu soit une vraie trahison de l'un ou de l'autre. Ils n'auraient simplement plus vu le monde de la même façon. L'un est tombé dans les ténèbres, l'autre a continué de rayonner tel le soleil. Ça doit évidemment être plus compliqué que ça, mais la haine qu'Imu tient envers Joy Boy précisément a l'air d'être différente de celle qu'on attendait. Il n'a pas l'air de le détester comme Luffy déteste Akainu ou Teach. En tout cas, c'est la sensation que j'en ai. Je me demande même vraiment si Nekomamushi et Inuarashi ne représentent pas les deux opposés que représentaient Imu et Joy Boy à l'époque. Et Koda nous l'a intégré subtilement dans sa narration avec les rois de Zou. Ces deux rois Ming, c'était les meilleurs amis avant de devenir de parfaits rivaux que tout opposé, alors même jusqu'à mettre en péril leur civilisation face à Jack. Cette querelle vient d'un point précis, la mort de Oden qui a généré un désaccord entre eux et dans lequel nous ne sommes capables en tant que lecteurs de donner tort ou raison à l'un ou l'autre. Durant le message de Vegapunk adressé au monde, c'est précisément les paroles qu'il tenait. Malgré la naissance du mal au sein du gouvernement, il disait, et je cite, « L'ennemi de Joy Boy était la coalition armée des 20 royaumes ayant fondé le gouvernement. Ne sachant pas ce qui a déclenché les hostilités, je me contenterai de dire qu'il s'agissait d'un choc entre deux façons de penser plutôt que d'un affrontement entre le bien et le mal. » C'est là où le rapport entre Inuarashi et Nekomamushi est intéressant. Ce n'est pas le bien contre le mal, mais c'est juste deux façons distinctes de voir le monde et d'avoir vu une certaine situation. Encore plus intéressant, ces deux-là représentent deux astres distincts, complémentaires mais à la fois opposés. Inuarashi est le soleil en tant que roi de l'aurore et Nekomamushi est la lune en tant que roi du crépuscule. Joy Boy est le jour, Imu est la nuit, encore cette incessante dualité entre les deux parfaits opposés. Quoi qu'il en soit, plus nous en savons, plus le lien entre Imu et Joy Boy devient intriguant et passionnant, leur relation sera bien plus profonde et délicate qu'on ne le croit. La réaction d'Imu en est aujourd'hui la preuve parfaite. Passons désormais à la partie combat de ce chapitre, c'est quasiment tout ce qui va rester d'ailleurs, bien qu'on puisse noter le lien profond qu'unit Luffy et Loki, ils s'adorent. Enfin voilà, c'est surtout Luffy qui adore Loki, et plus que jamais on espère qu'il puisse rejoindre les Mugiwara. Moi ça y est, c'est bon, j'ai plus envie de le quitter. Lui et Ragnir, ils ont apporté trop de bonnes choses, je trouve, dans One Piece et dans cet arc, pour les zapper quand on part d'Elbaf. Non, je suis pas d'accord. On les prend. En plus, il commence à créer un petit lien avec les Mugiwara, notamment Jinbei qui, sous les yeux ébahis de Ragnir, protège Loki impuissant des attaques d'Imu. Voilà, il y a un truc qui se passe. On va pas trop en demander non plus, la défaite de Luffy c'est déjà pas mal, mais quand même. Du coup, pour parler de combat, la chose la plus notable de ce chapitre sur ce plan-là est à mon sens la nouvelle forme de Luffy, celle dans laquelle il incarne une sorte de génie de la lampe façon Aladdin. Une forme totalement what the fuck, un design original qu'on n'a non pas jamais vu, mais rarement vu. En effet, cette représentation de génie magique a déjà été sortie une fois par Oda à travers Daifuku et son fruit du démon, le Oya Oyanomi. Pour le coup, le génie est vraiment représenté pareil, ou presque. Turban, bracelet, barbe, boucle d'oreille, c'est assez flagrant, mais d'un autre côté, Luffy l'a fait à sa sauce. La question qui subsiste, c'est mais pourquoi Luffy a pris cette apparence et même quelle particularité cette forme lui a accordé. Et très sincèrement les bros, j'en ai aucune foutue idée. Je comprends pas pourquoi Luffy nous a sorti ça comme ça là maintenant. Déjà moi il me semble que la puissance que cette forme de génie lui a accordée est un peu supérieure à son Gear 5 basique, je veux dire dans la forme la plus normale qui soit. Il n'y a qu'à voir à quel point son poing justement était plus gros et donc sa musculature plus développée. Imu n'a eu strictement aucun mal à le bloquer d'une main, mais quand même je dirais que c'est le premier intérêt de cette forme, peut-être à ajouter de la puissance. Cette apparence permet aussi à nouveau de mettre le point sur l'incroyable versatilité de l'éveil de Luffy, sa capacité à invoquer et créer des éléments tels que les bijoux et les vêtements. On le savait depuis Egghead avec les lunettes, la batte de baseball, tout ça et le pot de peinture aussi, mais là c'est carrément son design qui l'a entièrement changé. Pour moi c'est une preuve qu'il s'acclimate de plus en plus avec son Gear 5, il va nous sortir des trucs comme ça de plus en plus souvent, je vais en parler plus tard dans la vidéo, mais si Luffy doit avoir un power-up réel à travers son fruit du démon, ce ne serait pas à travers un Gear 6, mais bien à travers de nouvelles formes de son Gear 5, à l'image de son Gear Force. Et puis on reste dans le thème des divinités en plus, car les kanji de cette transformation de Luffy signifient Majin, et en japonais se décompose en un kanji signifiant littéralement démon et l'autre signifiant Dieu
ou divinité. Donc face au dieu démon Imu, Luffy a utilisé une technique qui lui fait prendre l'apparence d'un dieu démon également. C'est pas grand chose, mais peut-être que du coup ça peut expliquer un peu plus d'où sort cette forme. Elle fait assez sens face à l'adversaire qu'il affronte et met encore l'accent sur les capacités absolument folles dont il est capable avec ce gear. En termes de capacités folles, parfaite transition, il y en a un autre qui n'est pas à plaindre. C'est Imu. Il utilise encore une fois de nouvelles techniques dans ce chapitre. On en parlait la semaine dernière, c'est un plaisir de voir un autre personnage que Luffy faire absolument ce qu'il veut avec son pouvoir. Vraiment, je garde toujours en tête l'idée que Imu et Nika ont des pouvoirs absolument similaires, un principe d'utilisation totalement semblable. Ça expliquerait comment, chaque semaine, il arrive à nous sortir de nouvelles attaques qui viennent, on dirait, de son imagination. Aujourd'hui, et comme la semaine dernière justement, Imu nous dévoile une épée créée en transformant la lance qui l'accompagne depuis le tout début. Cette arme aura la particularité, contrairement à toutes les autres créées par Imu, de littéralement aspirer l'énergie vitale de tout ce qui l'entoure. La forêt se voit purement et simplement mourir dans son périmètre. Concrètement, Imu a montré des techniques terriblement puissantes depuis son apparition, mais elle a quand même ce truc de, on sent qu'elle est dans un niveau supérieur, en particulier quand elle permet à Imu de transpercer Luffy en lui infligeant l'une des pires blessures jamais vues dans One Piece. Les dégâts sont là et c'est vraiment pas beau à voir. J'ai plusieurs choses à dire sur cette attaque et ça commence par son pouvoir. Si, comme son nom l'indique et comme le montre son invocation, elle permet vraiment de aspirer l'énergie vitale, alors la blessure de Luffy est d'autant plus sévère quand lui est directement transpercé par cette lame, ce qui signifie que le Gear 5 pourrait déjà disparaître. À peine le combat commencé, Luffy perdrait en énergie et en plus de la blessure subie et la douleur que ça impose, ne serait déjà plus capable de combattre. Mais le truc qui m'intrigue encore le plus, c'est pourquoi diable Imu utilise-t-il autant d'armes et d'épées différentes dans ses attaques? Et quelle en serait la signification? Némésis, l'épée du châtiment divin. Gram, l'épée de la colère. Stigma, l'épée démoniaque de la rancœur. Bofu, la lame du néant, ou même la lame de la vacuité pour rester dans le même principe philosophique. Vous commencez, je pense, à capter qu'un pattern se dessine dans certaines attaques d'Imu, plus précisément celles qui incarnent et manifestent des armes ou du moins des épées. Prenez-moi pour un fou, je le comprendrai, mais je ne pense pas que les techniques d'Imu aient été faites et designées par hasard, juste parce que des épées c'est stylé. Déjà, que la lame du vide, là, Bofu, c'est pas la dernière, et que toutes les autres auront un thème similaire sur des émotions ou des concepts plus ou moins négatifs. Voilà, t'as la colère, la rancœur, le châtiment. On n'est pas dans les 7 péchés capitaux, mais ça m'étonnerait pas de les voir apparaître dans ces attaques. Ça va continuer, je pense, dans ce thème. J'en viens donc à me poser la question suivante, et si Imu avait précisément 20 techniques d'invocation d'épée, et qu'elles soient toutes inspirées des 20 familles ayant composé le gouvernement mondial et affronté Joy Boy il y a de ça 800 ans. Peut-être que les épées que nous voyons plantées autour du 30 vacant ne sont que des symboles sans vraiment représenter les vraies armes utilisées il y a 800 ans, mais Imu, lui, leur redonne vie à travers ses techniques aujourd'hui. Par exemple, Bofu, la lame du vide aujourd'hui, serait la sienne, celle de sa famille, celle de son histoire. Et c'est pour ça qu'elle est utilisée pour abattre Luffy aujourd'hui. Le vide, c'est justement le principe de Mu dans le bouddhisme zen. C'est pour ça que quand Mu parlait de lui à la troisième personne comme ça, on faisait le rapport avec le vide, avec le siècle oublié, mais aussi avec quelque chose qui peut manquer à Imu. Surtout qu'à ce moment-là, son apparence était justement du vide en fait. Mais ce n'est pas tout, on est d'accord pour dire qu'on a tous dans un petit coin de notre tête l'hypothèse qu'Imu soit le dieu de la forêt, n'est-ce pas? Qu'on y croit ou non, c'est une possibilité qu'on a tous imaginée. Eh bien, figurez-vous que cette théorie vient de level up à 2 reprises dans ce chapitre et grâce à cette épée. Tout d'abord, ça ne vous aura pas échappé, son utilisation draine l'énergie vitale de ce qui l'entoure, en particulier la forêt. Et en fait, depuis le début, Imu n'a fait qu'influencer cette dite forêt. Les cabanes en bois, l'environnement qui chante, voilà. Là, c'est comme s'il avait utilisé la puissance de la forêt, son énergie, pour invoquer la lame du vide. Mais aussi et surtout, dans le deuxième monde, quand le dieu de la forêt est censé être apparu en envoyant ses démons, ce qu'on estime être Imu avec les fruits du démon, etc., eh bien, juste avant, un souffle prit vie dans le néant. Le néant qui est le vide et qui est par ailleurs le même kanji utilisé dans le Harley que dans l'épée et la technique d'Imu. J'avais déjà évoqué cette hypothèse dans la review de la fresque d'Elbaf, chapitre 1138, mais j'avoue que là, ça m'a vraiment donné envie de remonter dans le train. Finalement, Imu est peut-être bel et bien la divinité de la forêt. En tout cas, cette lame apporte une nouvelle cohérence. Et donc, en parlant d'énergie vitale aspirée, drainée, où se trouve l'épée d'Imu là, actuellement, plantée dans le thorax de Luffy? Si elle a vraiment une capacité à drainer, à affaiblir, nous pouvons être presque sûrs que Luffy n'aura plus les moyens de garder actif son Gear 5, signant très prochainement la fin de son combat.
Luffy vivrait donc bel et bien sa première défaite majeure en Gear 5. Enfin, j'ai envie de dire, avec cette chaleur, une petite clim ne fait pas de mal, et celle-là est particulièrement appréciée. Appréciée mais surtout attendue. Si vous suivez les dernières reviews, vous savez très bien que c'est tout ce que j'attends des Timu et de la conclusion de leur combat. Pourtant, je suis très pessimiste quand il est question du gouvernement mondial désormais. J'ai très vite peu confiance en eux et en leur capacité à accomplir leur mission quand chacune d'elles ont échoué dernièrement. Entre Onigashima et Egghead, on peut pas dire qu'ils ont représenté un vrai danger, un petit peu le Gorosei à la rigueur, mais là encore, les protagonistes s'en sont vraiment très bien sortis. J'avais espoir que ce soit différent sur Elbaf, c'était très mal parti avec les Chevaliers Divins, mais depuis l'apparition d'Imu, un regain de confiance s'est fait sentir, peut-être que le roi du monde en personne pourra enfin faire pencher la balance du scénario en la faveur de son organisation. Alors vous allez peut-être trouver ça bizarre que j'attende que autant de négatifs s'abattent sur les Mugiwara, qu'ils perdent, qu'ils échouent, qu'ils manquent de puissance, qu'ils meurent. Non, mais ce sont des thèmes récurrents, on va dire, dans mes reviews sur Elbaf et des réelles attentes que j'ai. Il faut savoir que je n'ai aucune hate envers les protagonistes, c'est une évidence. Moi, ce que j'aime vraiment pas, ce sont les pétards mouillés. Enfin, même les pétards tout court, hein, j'aime pas le bruit des explosions, mais là n'est pas le sujet. En gros, j'en ai marre que tout se passe toujours trop bien pour les Mugiwara, car ce confort qu'ils ont est en train de détruire la tension de l'œuvre. À force de vouloir trop faire gagner les protagonistes, de leur donner tous les avantages fictifs ou non possible, eh bien on arrive à des moments comme Elbaf, Egghead, des moments où l'apparition des plus puissants antagonistes ne provoque aucune peur, aucune crainte. Et ça, c'est pas normal. Quand le Gorosei ou Imu bouge, on est censé avoir au moins une petite appréhension. Se demander à quel point les Mugiwara vont-ils souffrir pour échapper à cette immense menace. Là, finalement, on se demande plutôt comment les méchants vont échouer à blesser, capturer ou même simplement performer devant leur adversaire. Désolé, mais non. Il faut un peu plus de piquant, on a besoin de ça s'appelle des enjeux. Et si One Piece galère autant à créer de la tension, de la crainte aux yeux des lecteurs, c'est que nous avons été trop habitués au même scénario. Des scénarios qui donnent tout à l'un et pas assez à l'autre. Là n'est pas un problème de shonen, de toute façon on ne demande pas à ce que One Piece se finisse très mal ou que tout le monde meure ou que sais-je encore. On sait que One Piece se finira en happy ending et on sait aussi qu'Oda mettra du temps à provoquer la mort d'un personnage principal, voire même ne jamais y arriver. Non, moi je pense, et vous me direz ce que vous en pensez également en commentaire, mais les gens veulent globalement voir un combat ou un affrontement quelconque sans avoir à deviner qui en serait le gagnant avant même que ça ne commence, juste par répétite scénaristique. On veut être surpris, on veut que tout ne soit pas facile, on veut que pour gagner il y ait de vrais échecs avant, et c'est précisément l'attente que j'avais pour Imu ici sur Elbaf, ne pas se faire ridiculiser en échouant. Les coups de poing, les scènes semi-humoristiques, tout ça c'est rien, c'est pas grave, c'est l'ADN de One Piece de pas faire des méchants trop durs et fermés. Ce qui importe, c'est que Oda aille au bout du traitement de ses persos et que lorsqu'on fait face au grand roi d'Imu du siècle oublié, notre équipage ne s'en tire pas avec victoire et facilité, il faut des conséquences et de la cohérence avec les dangers que confrontent les Mugiwara. C'est pour ça que là sur Elbaf, avec Imu, tout ça, c'est un peu la dernière chance pour Oda, avant la guerre finale, de regagner la confiance des lecteurs sur ce sujet et même de nous prendre un petit peu au dépourvu. Et waouh, finalement, dinguerie, le gouvernement arrive à faire quelque chose. Et c'est pour ça que moi je mettais autant d'espoir dans une défaite des Mugiwara. Et si ce chapitre semble réaliser notre vœu, il faut toutefois être très prudent. La dernière fois que Luffy s'est fait transpercer et que ça s'est fini dans ce cliffhanger, c'était il y a plus de 1000 chapitres, au chapitre 178 précisément, sur Alabasta, quand Crocodile a littéralement planté Luffy avec son crochet. Est-ce que ça a pour autant empêché Luffy de revenir 10 chapitres plus tard? Absolument pas, non. Pour le coup, je trouve le contexte assez différent car une chose importante prend place dans le combat de Luffy et Imu. Outre le fait que, comme je vous le disais la semaine dernière, Imu a l'avantage et la particularité d'être le seul adversaire de Luffy à avoir déjà combattu et vaincu les pouvoirs de Nika dans le passé, là, Luffy vient de se faire fumer en étant à son maximum. C'est littéralement lui qui l'a dit il y a 2 chapitres, il était à son prime, il était full énergie après avoir mangé, il n'était même pas blessé. Dans n'importe quelle autre circonstance, Luffy avait toutes les raisons de gagner, mais Imu en a apparemment décidé autrement. Donc c'est très bien et il faut aussi espérer que ça continue car vous savez aussi bien que moi ce que la défaite provoque chez Luffy, ce que perdre représente dans One Piece. De nouvelles techniques, de nouvelles puissances et de nouveaux power-up. Si Luffy n'a pas encore le niveau, il n'a évidemment pas encore le niveau pour affronter Imu, car pour ça, comme Imu l'a laissé sous-entendre, il faut atteindre le niveau de Joy Boy. Et plus encore, il lui faudra encore du temps et surtout de l'entraînement. Ça doit faire quoi, au moins 3 mois que j'en ai pas parlé, c'est bon, j'ai un peu le droit de revenir dessus. Je parle évidemment de l'ellipse d'entraînement qui aurait lieu après la défaite des Mugiwara sur Elbaf. Sujet de review, théorie à part entière, vous connaissez déjà bien largement mon avis et ma théorie sur le sujet. Le pays des guerriers d'Elbaf serait celui parfaitement adapté pour offrir aux Mugiwara un lieu d'entraînement en prévision de la guerre finale. Quand j'ai commencé cette théorie au tout début de l'arc, il n'y avait pas autant d'arguments qu'aujourd'hui. Pourtant, l'idée était particulièrement solide, elle est juste 10 fois plus bientôt 2 ans plus tard.
Entre-temps, Gaban est apparu et apporte deux choses extrêmement importantes, une figure de combattant mentor expérimenté à l'image de son frère Rayleigh, qui est à l'origine de l'entraînement de Luffy durant l'ellipse des 2 ans. Mais aussi et surtout, un nouveau haki. Et oui, c'est le papy qui nous dit et nous fait comprendre que les adversaires qu'ils vont affronter à présent demandent une utilisation toute particulière du haki. Une utilisation que les protagonistes n'ont pas encore totalement cernée. Alors quand je parle d'ellipse et d'entraînement, on ne sera pas sur plusieurs années, quelques mois serait déjà largement suffisant pour que les génies que sont Luffy, Zoro et Sanji comprennent comment utiliser et éveiller comme il se doit leur pouvoir. Parce que là, quand on fait le tour de l'état de l'équipage, les failles se voient tout de suite, des failles qui poussent vers cet entraînement. Petit 1, ça reste déjà totalement à confirmer, mais Luffy est incapable d'affronter Imu malgré son pic de puissance actuel, comme il le disait à la fin du chapitre 1186. Je me sens tellement en forme que je peux vaincre n'importe qui. Je le répète, sa défaite intégrale n'est pas encore actée, mais si ça vient à arriver, Oda a bien sous-entendu que Luffy avait actuellement atteint un plafond de verre qu'il devra briser pour vaincre Imu. Et Imu lui-même, dans sa comparaison avec Joy Boy, laisse comprendre que Luffy est à des années-lumière du niveau de son ancien adversaire. D'ailleurs, nous l'avons même bien remarqué, quand le haki de Joy Boy a été relâché par Emmett, personne n'avait ressenti un haki pareil. Petit 2, ensuite, ces capitaines sont à peine capables d'utiliser le haki des rois comme il se doit. Alors oui, ils le font petit à petit et chaque arc aide à améliorer leur utilisation. Par exemple, Zoro l'utilisera probablement mieux sur Elbaf qu'il ne l'a fait ailleurs, mais le retard qu'ils ont là-dessus n'en reste pas moins gênant, surtout quand on arrive au troisième point. Troisième point, l'équipage est totalement à la ramasse en termes de puissance et aujourd'hui ne pourrait aider Luffy, Zoro et Sanji dans un combat nécessitant les plus petites bases de haki. Mis à part Jinbei, ils n'ont pas la grandeur d'un équipage de Yonko, mais surtout de futurs rois des pirates quand sur Egghead, ils ne sont parvenus à se débarrasser de Saturne ou ici sur Elbaf, se sont fait capturer par Sommers et Genko. Ça, pour la cohérence de l'histoire, c'est le point qu'il faut améliorer et tous ont vraiment besoin d'un power-up. Peut-être même que je voudrais plus voir une ellipse pour eux, pour le reste de l'équipage que pour le Monster Trio. Petit 4, en parlant de Monster Trio, en particulier Luffy, il est loin d'être parfait non plus, sa puissance est incontestable, il n'empêche que l'utilisation de son Gear 5, à savoir sa technique principale désormais, est absolument catastrophique. C'est plus particulièrement la gestion de son énergie en Gear 5 qui ne va pas du tout. On est revenu 15 ans en arrière avec le Gear Second et le Gear Third qu'il épuisait à tout bout de champ. Là, le Gear Fifth ne peut être utilisé plus de 3 chapitres consécutifs sans que Luffy ne commence à perdre le contrôle sur cette transformation. Le cas récent le plus grave remonte au chapitre 1178. Luffy n'avait plus d'énergie et a dû se régénérer pendant quasiment 7 ou 8 chapitres avant de revenir au combat. Problème, son Gear 5 lui n'avait tenu à peine 4 chapitres. Il a utilisé fin du chapitre 1174 pour le perdre à la fin du chapitre 1178. Pire encore, dans tout ce temps, Luffy n'a eu que, tenez-vous bien, 4 pages de combat en Gear 5. Une page contre Sommers, 3 pages contre Imu, sous forme Genko, et encore je suis gentil de compter celle avec Sommers. Donc c'est une vérité, c'est un fait, le Gear 5 est catastrophique, non pas dans son principe, moi j'adore cette transformation, je suis désolé pour ceux qui l'aiment pas, mais bien dans l'utilisation qu'en fait Luffy depuis plus de 4 ans maintenant. Que ce soit sur Wano ou Egghead, le Gear 5 a une utilisation trop limitée pour être valable au combat. L'endurance de Luffy est l'une des priorités à gérer et à régler dans cette potentielle ellipse. Et on arrive au point important de ce principe d'entraînement, là, ici sur Elbaf, c'est que justement, rares sont les îles à aussi bien se prêter au jeu d'une ellipse que l'île des géants. En fait, je vais être sincère, à part Wano Kuni et encore, aucune île visitée par les Mugiwara ne ferait un aussi bon lieu d'entraînement car absolument tout s'y trouve. Apprendre et améliorer son haki? Pas de soucis, Scopper Gaban est là et il en connaît absolument toutes les facettes, tout comme Rayleigh a appris les fondamentaux du haki à Luffy, Gaban les apprendrait aux Mugiwara et les formes les plus évoluées à ceux qui ont déjà les bases. Améliorer sa puissance et ses capacités physiques au combat? Ici, il y a la tribu des plus puissants guerriers du Nouveau Monde. Les géants sont tous disposés pour s'entraîner et l'accent a toujours été porté sur l'amour de la guerre que cette nation éprouve. Pas seulement, il y a aussi ici une faune monstrueuse. Sur Ruskaina, Luffy s'est entraîné avec les rois des animaux de l'île pour apprendre le haki et ses nouvelles formes. Sur Elbaf, les animaux sont infiniment plus robustes et puissants au point que les géants comparaient le Gorosei dans leur forme Zoan aux bêtes des forêts d'Elbaf. Tous pourraient s'entraîner ici face à de solides adversaires. Mais ce n'est pas tout, ils pourraient aussi améliorer leur domaine de prédilection. Elbaf est connu pour avoir un climat des plus particuliers, ce qui est parfait pour Nami pour développer de nouvelles technologies et techniques climatiques. En parlant de technologie, Lilith se trouve aussi sur l'île et a déjà amélioré les capacités de Franky avec le Super Cola. Elle pourra continuer, lui apporter des modifications à lui, mais aussi à Usopp qui en a bien besoin. En domaine de prédilection, nous avons notre cher Robin, et comment mettre de côté le fait que se trouve ici sur Elbaf la plus grande et ancienne bibliothèque du monde de One Piece, avec des récits venant d'Ohara, son île natale, mais
aussi et surtout des récits encore plus antiques, comme le Harley des géants, leur mythologie révélant de grands secrets sur notre monde, et elle a tout intérêt à rester le plus longtemps possible ici pour étudier et découvrir davantage d'histoires et de mystères. Sans oublier le robot, ou du moins la structure technologique datant de 3000 ans cachée ici, sur l'arbre d'Adam, et révélée par Lilith. On ne sait rien de son histoire ou de son utilité, mais avec un peu d'analyse de la part de Robin et Lilith, des réponses pourraient déjà être apportées. Et pour finir, bien sûr, le seul arc tellement parfait pour le power-up de l'équipage que même le Sunny pourrait subir des améliorations avec tout le bois d'Adam à disposition pour ajouter des extensions et des renforcements au navire originellement constitués des matériaux de cet arbre sacré. J'ai omis plusieurs détails, mais je trouve que c'est déjà largement suffisant. Certes, les théories sur les ellipses d'entraînement ont toujours existé, en particulier sur Wano, et pour le coup, il y a vraiment eu une ellipse d'entraînement sur Wano de 2 semaines, mais là sur Elbaf, c'est totalement différent. Jamais ça n'a été aussi cohérent et surtout parfaitement mené. La finalité, c'est que les Mugiwara ont besoin de puissance, et le pays des géants peut leur apporter absolument tout ce dont il manque. Alors c'est bien beau d'imaginer la défaite de Luffy, d'en parler comme si c'était déjà acté, alors qu'on connaît Oda, et dès le prochain chapitre, hop, petit bandage sur le bobo de Luffy et il sera de nouveau debout. Mais il y a une petite problématique dans ce scénario, c'est que si jamais Luffy en vient bel et bien à perdre, quelle en sera la suite? Et après, Loki est out, enfin presque, Luffy est out, de toute façon ils n'ont pas la force nécessaire pour affronter Imu, malheureusement ce sont les 2 plus puissants personnages d'Elbaf. Donc finalement ne sommes-nous pas dans une impasse? Totalement. C'est la merde, soyons honnêtes, désolé pour le mot, mais généralement dans One Piece, quand c'est autant la galère, un miracle survient en faveur de nos protagonistes. Ce miracle prend la forme d'une personne qui aidera nos héros impuissants. Dans le scénario numéro 1, c'est Gunko, parce que je vais pas vous répéter ce que j'ai dit 50 fois dans les dernières reviews, Gunko sera libéré et pourrait repousser les chevaliers divins. Imu me semble toutefois un cas à part et je n'imagine pas Gunko avoir autant d'emprise sur lui. Dans le scénario numéro 2, Chopper a été capable de purifier et d'exorciser les cibles du Domiriversi. Nous sommes donc toujours face aux démons avec Imu et les chevaliers divins. Il peut avoir un effet sur eux, mais wow, Chopper qui sauve l'équipage du roi du monde là, non, merci mais non merci. Parce qu'on a le scénario numéro 3 qui est un petit peu le scénario préféré d'Oda dans ces cas de figure, l'arrivée d'une nouvelle puissance disparue depuis longtemps. Sur Whole Cake, c'était les hommes poissons qui ont aidé les Mugiwara à s'enfuir. Sur Wano, c'était Marco qui a finalement rejoint la guerre. Sur Egghead, c'était les géants d'Elbaf qui sont venus littéralement extirper les Mugiwara de l'île assiégés par le gouvernement et la marine. Et je m'arrête ici, mais honnêtement, on peut vraiment remonter très loin comme ça. Si ces scénarios sont si récurrents, il y a de grandes chances pour qu'on ait le même cas de figure aujourd'hui sur Elbaf, sachant que tous sont actuellement à genoux devant Imu. Maintenant, imaginez 5 minutes qu'un personnage assez puissant puisse apparaître pour aider à repousser Imu. Imaginez un Dragon ici sur Elbaf, lui dont le flashback a en partie été révélé dans cet arc et qui attend de passer à l'action depuis des dizaines d'années, un moment parfait pour sauver à nouveau son fils des griffes du gouvernement, littéralement pour le coup, en démontrant à la fois son pouvoir, sa puissance et signant pour la première fois la rencontre entre ces 2 personnages. Imaginez maintenant un Rayleigh, lui qui a aussi sauvé les Mugiwara du gouvernement en repoussant Kizaru, qui viendrait aujourd'hui également sauver Gaban, l'autre aile du roi des pirates, qui n'arrivera probablement plus à bien performer dans l'arc après la blessure subie et le stress de la capture de son fils. Les 2 ailes du précédent roi des pirates ensemble, unis contre le seul adversaire qu'ils n'ont jamais eu à affronter. Ou imaginez même, et ça va être très facile pour certains j'en suis sûr, que ce soit ni Dragon, ni Rayleigh qui arrive ici sur Elbaf. Mais un autre personnage dont le passé a lui aussi été largement dévoilé dans cet arc d'Elbaf pour la première fois depuis son apparition au chapitre 1. Un personnage qui était ici sur Elbaf il y a de ça à peine quelques jours et qui est relié à absolument chaque personne prenant part à cette guerre aujourd'hui, autant d'antagonistes que de protagonistes. Messieurs, dames, ne serait-il pas l'heure pour le grand Shanks le Roux, grand pirate et empereur, de venir à nouveau sauver son protégé Luffy, lui qui affronte la plus grande menace que le monde pouvait lui offrir. Actuellement, et à part Dragon ou même Rayleigh, quel meilleur personnage que Shanks, l'homme connu pour son haki phénoménal, serait capable de résister à la puissance d'Imu? Il ne vaincra pas le roi du monde, mais apportera une force d'opposition capable de repousser Imu et ses chevaliers divins, en étant l'un des seuls à avoir un tel contrôle et une telle maîtrise sur son haki. Vous me direz peut-être que oui, Shanks n'a aucune idée de ce qui peut bien se passer sur Elbaf, croyez-moi, rien n'est si sûr.
Rappelez-vous de comment Luffy a découvert l'état de santé d'Ace, mis à part au travers du journal, grâce à sa Vivecard, une Vivecard qui se consommait petit à petit. Et sur Elbaf, c'est Gaban, l'un de ses pairs, qui a manqué de mourir en sauvant Koron. L'impact sur sa Vivecard devait être totalement visible, elle devait se consumer lentement, alertant Shanks. Shanks connaît parfaitement la route jusqu'à Elbaf, il aurait de toute façon été guidé par cette Vivecard, il a ce lien avec Loki en l'ayant enchaîné on ne sait pas trop comment à l'arbre d'Adam, et surtout il a manqué de faire partie des démons du gouvernement lorsqu'il a infiltré les Chevaliers Divins il y a de ça quelques années. Cet arc est celui où nous en avons le plus appris sur Shanks en 30 ans d'histoire. Osez dire que ça ne serait pas le moment parfait pour lui d'apparaître à nouveau, sauver le pays de ses amis, le sauver des dragons célestes avec qui il partage son sang. Et après tout, les retrouvailles entre Luffy et lui pourraient se faire là aujourd'hui. Ils ne devaient se retrouver que lorsque Luffy deviendrait un grand pirate. C'est un objectif plus que largement accompli en étant tous deux de la même classe prestigieuse des 4 empereurs des mers. Ce moment tant attendu depuis des dizaines d'années pourrait parfaitement prendre place là, aujourd'hui, maintenant, pour espérer la survie d'Elbaf, prête à tomber entre les mains d'Imu. Maintenant, venons-en à un dernier sujet que je n'ai jamais vraiment trop abordé, mais qui va très vite devenir d'actualité, je sens, le Gear 6. Est-ce que Luffy aura besoin d'un nouveau Gear si le Gear 5 est insuffisant face à Imu? En général, c'est un peu ce qui se passe. Luffy a un pouvoir avec lequel il roule sur tout le monde et tout d'un coup, bim, mur infranchissable, ça ne suffit plus, il faut une forme plus puissante, plus élevée. Alors je dirais qu'il est tôt pour être dans ce cas de figure avec Imu, mais cette limite peut quand même très vite arriver. Ellipse d'entraînement ou pas du tout. Quand Luffy sera au niveau de combattre Imu véritablement, il ne va pas le one-shot pour autant. Il va galérer et échouer à plusieurs reprises. C'est ici qu'un Gear 6 pourrait naître, exactement comme pour le Gear 5 avec Kaido. Eh bien, oui et non. Oui, le Gear 5 tel qu'on le connaît là actuellement a des limites, mais non, je pense pas qu'un 6e Gear soit nécessaire. Contrairement aux autres formes de Luffy, le Gear 5 est issu de l'éveil de son fruit du démon et lui permet de revêtir l'apparence de Nika, le dieu soleil. À quoi servirait un 6e Gear dans ce cas-là? Il va incarner quoi et il va incarner qui surtout? Alors effectivement, il pourrait avoir une forme qui va encore plus loin et le transforme littéralement en Nika, voilà, avec le pagne, la lance, etc. Bref, véritable aspect de sauvageon. J'aime bien l'idée, mais ça n'en reste pas moins une forme qu'il peut déjà débloquer dans son Gear 5. Car ce Gear a la particularité de transformer Luffy en tout et n'importe quoi. Un géant, pas de problème. Un génie comme aujourd'hui, facile. Pourquoi ne pas simplement accorder au Gear 5 une autre forme, un autre stade même qui sera le power-up de cette transformation? Parce que oui, Oda va forcément lui accorder un truc supplémentaire. Luffy ne va pas se contenter du simple Gear 5 jusqu'à la fin de l'œuvre alors qu'il est déjà introduit depuis plus de 4 ans et 140 chapitres. Pour renouveler les pouvoirs de son héros et re-hype sa fanbase, l'auteur va devoir innover et avoir plusieurs formes dans ce Gear qui sera définitif et je pense la meilleure des solutions. On l'a bien vu avec le Bandman et le Snakeman, cette dernière transformation aura par ailleurs toujours eu beaucoup de succès. Donc ce que je répondrai aux questions d'un Gear 6, est-ce qu'on en a vraiment besoin quand là encore Luffy ne contrôle même pas son Gear 5 et que ce même Gear apporte pourtant déjà la liberté absolue à son utilisateur? Cette forme va forcément évoluer, elle aurait des déclinaisons comme aujourd'hui, des particularités, des nouveautés, mais un 6e Gear risque à mon sens de briser un peu le symbole introduit par l'éveil de Nika. Je vous laisse me donner votre avis à ce sujet. C'est fou, j'ai analysé ce chapitre pendant je ne sais combien de dizaines de minutes d'affilée et j'ai l'impression d'avoir déjà tout oublié, d'avoir manqué 30 000 trucs et d'avoir parlé aussi que d'une toute petite partie de ce que je voulais réellement, tellement j'ai été hypé de ce début et surtout de cette fin. Voilà, est-ce que ce chapitre vous a plu également? Est-ce qu'il vous a réconforté avec One Piece? Attendons un peu quand même de voir si oui ou non Luffy a vraiment perdu, parce que s'il se sort indemne de ça, j'ose pas imaginer la foudre que va prendre Oda. On arrive donc à la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir regardé, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire, bim, rapide, facile, gratuit, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, en attendant prenez bien soin de vous et de vos proches, et restez au frais. Peace les bros.